Question de rentrée avec Jean-Luc Gréau, économiste et auteur de La trahison des économistes et aussi de La Grande Récession. Bonjour Jean-Luc Gréau. Bonjour Laurent Fébis. Jean-Luc Gréau, l'indice de l'inflation a encore baissé en août dans la zone euro. Il est passé de 0,4% à 0,3%. On observe d'ailleurs en France que le résidu de la hausse des prix tient en quasi-totalité au prix administré. En bref, on est à zéro. Alors, est-on vraiment entré dans un processus déflationniste? Bon, alors, techniquement, les économistes disent que nous sommes en déflation lorsque nous avons une double baisse des prix à la production et des prix à la consommation. Nous avons donc une inflation zéro sur les prix à la consommation, mais l'important est la baisse des prix effectifs dans les prix à la production et surtout dans ces prix dans les transactions entre entreprises, c'est-à-dire que les fournisseurs... Tout ce qui est business to business, les prix Voilà, baissent. c'est là que réside le cœur de la déflation que nous subissons actuellement. Donc vous employez bien, vous, le mot déflation, oui. Contrairement aux économistes officiels qui disent non, techniquement, on n'est pas en déflation. Quelles sont les origines de ce processus extrêmement pernicieux de baisse des prix qui est en œuvre dans la zone euro? Alors ce processus procède à l'origine de l'expérience que nous vivons depuis 30 ans, c'est-à-dire la mise en concurrence des territoires sous le critère du coût du travail. De ce fait, nous avons différents pays ont baissé leurs salaires. Citons le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre. Un chiffre qui est peu connu, c'est que les salaires anglais ont baissé de 9%. Le pouvoir d'achat des salaires anglais a baissé de 9% en moyenne depuis 2007. Vous voyez, donc ça, c'est une pression déflationniste qui s'exerce à partir des salaires. Et cette pression a été renforcée du fait qu'au moment de la crise de la zone euro, on a décidé de ne pas démembrer l'euro. Et donc, on a demandé aux pays concernés de réduire leurs dépenses publiques et aussi de réduire les salaires dans le privé et dans le public. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, nous avons en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Irlande, des baisses de prix des baisses de salaires qui se sont installées. On a en quelque sorte une généralisation de la baisse du coût du travail au niveau mondial qui est maintenant injectée dans la zone euro et qui maintient une pression sur les salaires. Et qui ne pourrait être contrecarrée que par une baisse de l'euro, qui n'est pas à l'ordre du jour, du fait que, ainsi que chacun devrait le savoir... Donc on est bien dans un processus déflationniste, ce n'est pas simplement une situation de sous-activité, comme le disent certains économistes, c'est une baisse généralisée des prix des salaires. Il faut voir le cas de l'Allemagne, qui est le seul pays de la zone euro qui est retrouvé aujourd'hui et dépassé aujourd'hui son pic d'activité d'avant la crise, c'est-à-dire à l'hiver 2008. Ce pays a une hausse des prix de 1%, qui est à l'échelon de la consommation, qui est dérisoire. Donc on voit bien à travers l'exemple allemand que nous sommes dans une situation de déflation. J'ajoute un point qui est oublié, c'est que les banques centrales elles-mêmes considèrent qu'on ne doit pas avoir une baisse des prix au-dessous de 2%. C'est-à-dire que le chiffre de 2% est considéré comme le chiffre qui permet aux entreprises de rentrer dans leurs fonds et de couvrir leurs dépenses d'investissement, d'amortir leurs investissements. C'est un point clé qui est peu connu du grand public. Alors, quand le mot diabolique de déflation est prononcé, la littérature économique est abondante sur l'extrême danger de la déflation. Comment peut-on en sortir? Alors, le point crucial, c'est de savoir si on peut remonter les salaires, puisque si l'origine lointaine et récente de cette déflation se situe dans une compression des salaires, est-ce qu'on peut le faire? On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que si les pays concernés prenaient le chemin d'une meilleure rémunération du travail sous ses différentes formes, ils perdraient en compétitivité. Or, nous sommes dans un espace européen gouverné par la concurrence et dans un espace mondial gouverné par la concurrence. Tout le monde veut être compétitif en même temps. Tout le monde veut être compétitif. Des économistes de Xerfi l'ont dit, je le répète devant vous, parce que c'est un point essentiel. Mais en même temps, nous avons le problème posé par la compression des dépenses publiques dans différents pays, y compris en France, et par la force de l'euro. Mais est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour relancer les dépenses publiques? Alors, je crois que la marge de manœuvre est modeste, mais elle existe, à tout le moins dans un grand pays qui représente 30% de la zone euro, c'est l'Allemagne. Ce pays est aujourd'hui à l'équilibre,
Et il pourrait en particulier relancer ses dépenses d'infrastructure pour soutenir l'activité. Relancer ses dépenses d'infrastructure. L'infrastructure, l'Allemagne a besoin de moderniser ses infrastructures. Alors l'Allemagne dépense beaucoup pour les infrastructures, mais les infrastructures de ses voisins, au titre des fonds de cohésion structurelle européens. Comme nous-mêmes, subventionnons à hauteur de 12 ou 13 milliards d'euros les fonds de cohésion structurelle. Alors, il serait possible, je pense, de remplacer des fonds de cohésion structurelle par des emprunts contractés par les pays concernés avec la garantie collective de l'Europe. Bon. Ça représente plusieurs dizaines de milliards d'euros qui deviendraient disponibles. Avec ces dizaines de milliards d'euros, on pourrait tenter de relancer aussi les infrastructures à l'échelon européen. En particulier les infrastructures dans le domaine écologique, qui attendent d'être financées. D'accord. Donc une politique d'investissement au niveau européen, une politique d'infrastructure. Qu'est-ce qui pourrait être fait du côté monétaire? Que pourrait faire la BCE? Que pourrait faire Magic Draghi? Vous atteignez le point sensible. Alors, il me faut saluer Mario Draghi, en dépit du fait qu'il a été un ancien de Goldman Sachs, c'est que chacun sait, mais s'il est certainement le dirigeant européen le plus lucide et le plus responsable à l'heure actuelle. Il a compris la nature du phénomène déflationniste rampant qui ronge l'activité en zone euro. Il l'a dit à Jackson Hole, dernière grande réunion de la Réserve fédérale, dans le Wyoming, au mois d'août dernier. Il a d'ailleurs exprimé les limites de ce que peut faire la politique monétaire. Il a dit très simplement à différentes reprises, je ne peux pas obliger les consommateurs à acheter et les entreprises à investir et à embaucher. Donc il n'y a pas que la politique monétaire. La politique monétaire n'est pas le remède miracle à une situation telle que celle que nous connaissons. En revanche, il y a le problème de la parité monétaire. Jouer sur la parité de la monnaie. L'euro a démarré à 1,18 $. Il a démarré à 1,18 $ dans un contexte où la mondialisation n'était pas parachevée. En particulier, la Chine n'était pas complètement entrée dans la concurrence internationale. Autrement dit, il nous faudrait aujourd'hui au plus un euro entre 1,10 et 1,20 $, dans une fourchette située entre 1,10 et 1,20 $. Mais est-ce que ce n'est pas l'orientation qu'on est en train de prendre là, à l'heure actuelle? Pour l'instant, on ne fait rien. On attend parce que Mme Merkel a accepté la proposition conjointe de M. Silvio Berlusconi et de M. Nicolas Sarkozy de remplacer Jean-Claude Trichet par Mario Draghi à une condition préalable, qu'il s'engage à maintenir l'euro en position haute, c'est-à-dire au moins à 1,30 $ et préférentiellement à 1,40 $. Et il faut savoir pourquoi. Il semble bien que Angela Merkel veuille protéger l'épargne des Allemands, qui est largement investie à l'extérieur, et qu'en même temps, elle tienne à ce que les différents pays de la zone euro s'efforcent d'être compétitifs par leurs propres moyens. Néanmoins, c'était la consigne. Alors, est-ce que cette consigne va tomber? Et est-ce que maintenant, l'Allemagne va accepter une baisse de l'euro? Ça, je n'en sais rien. Donc, solution préconisée par Jean-Luc Gréau pour la politique monétaire, faire baisser l'euro, mais ça serait un révélateur de toutes les contradictions de la zone euro en même temps, de la contradiction d'intérêts entre l'Allemagne et d'autres pays. Jean-Luc Gréau, je vous remercie pour ces explications. Merci Laurent Fabius.